tous, nos invités d'aujourd'hui ont tout perdu du jour au lendemain à cause d'une rumeur, d'une accusation infondée, d'une aberration administrative ou encore d'une erreur judiciaire. Eh bien, leur vie a basculé dans un véritable cauchemar. Ils ont été ruinés, leur famille, leurs amis leur ont tourné le dos et ils ont dû se battre ensuite pour survivre et rétablir la vérité. Comment ont-ils vécu tous cette descente aux enfers? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos premiers invités. Il s'agit d'Édouard et d'Anne-Marie Nioul. Je propose tout de suite de découvrir un résumé en images de leur histoire. Édouard et Anne-Marie Nioul sont frères et sœurs. En famille, ils gèrent la plus célèbre pâtisserie de Bruxelles et dirigent plus de 35 personnes. Et puis un jour éclate en Belgique l'affaire Dutroux. Une affaire qui va bouleverser la vie d'Édouard et d'Anne-Marie Nioul. Marc Dutroux a un complice présumé. Il s'appelle Jean-Michel Nioul. Il n'est absolument pas de la famille d'Édouard et d'Anne-Marie, mais le 15 août 1996, une chaîne de télévision belge filme la devanture de la célèbre pâtisserie et porte des accusations qui vont s'avérer désastreuses. Le suspect pourrait être l'exploitant d'une pâtisserie renommée. Cette phrase va être à l'origine d'un déversement de haine à l'encontre de la famille d'Édouard et d'Anne-Marie. La pâtisserie est saccagée, les clients s'annulent en chaîne, la population en arrive même à s'en prendre physiquement à eux. Le résultat de cette erreur journalistique est tragique. Un an plus tard, en 1997, la pâtisserie Nioul met la clé sous la porte, entraînant la ruine de toute une famille. Voilà une histoire dramatique qui s'est abattue sur Édouard et Anne-Marie Nioul que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Les voici. Bonjour à tous les deux. Anne-Marie, vous êtes la sœur d'Édouard. Oui. C'est vous donc qui avez fondé cette pâtisserie, en tout cas repris cette pâtisserie très célèbre à Bruxelles. Vous portez tous les deux le nom d'un présumé coupable de pédophilie dans l'affaire Dutroux, Nioul. Et un jour donc on a été filmer votre pâtisserie en disant voilà c'est eux. Quels souvenirs vous gardez de cette terrible rumeur qui vous a entraîné dans la faillite tous les deux? D'abord, ce jour-là, quand nous avons été prévenus par téléphone, les journalistes francophones m'ont demandé « Tu as caché ton troisième frère ?» parce que j'ai un frère, Christian. Et je dis « Mais non, c'est pas, vous savez bien que je n'ai pas un troisième frère. » Et puis, quelques temps après, j'ai reçu les coups de fil de ces journalistes francophones qui m'ont dit « En effet, c'est exclu, il n'est pas de ta famille, c'est confirmé. » Donc, on a oublié la chose, on ferme le magasin tranquillement, on rentre à la maison, on sape les TV. Qu'est-ce que ma mère voit? Et là, c'était un coup fatal pour elle. Enchaîne le magasin en disant probablement le frère de ce pâtissier. Bon, ben, le lendemain, c'était fini, on a commencé à avoir dû donner des explications à nos clients. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain, justement? Les gens viennent vous injurier, ont acheté des gâteaux, les ont jetés à la tête de ma mère. C'est vrai, à ce point-là? Ah oui, à ce point-là. C'est-à-dire que le nom était synonyme de pédophilie, hein, et c'était l'opprobre sur votre famille. Oui, alors c'était pendant tout un temps vraiment des sabotages physiques et vraiment des injures. Et en plus, même les gens, même des clients qui nous connaissaient depuis... c'était mon grand-père qui avait fondé la pâtisserie, donc... la clientèle le connaissait, et vous êtes sûr qu'il ne fait pas partie de votre famille. Et ça a duré. C'est très pénible et les gens ont fui. C'est-à-dire que les clients ne voulaient plus qu'on mette notre nom sur quoi que ce soit, ne sont plus venus acheter des gâteaux parce qu'il y avait marqué Nioul. Qu'est-ce que les gens vous disaient quand ils venaient dans votre pâtisserie, ou même vos proches, vos amis? Mais ceux qui nous connaissaient ne disaient plus rien. Ce sont généralement les gens qui sont de passage et qui croient nous connaître et qui connaissent mieux, soi-disant, notre famille que nous et notre arbre généalogique que nous. Et ça arrive, je crois, dans chaque cas. Pour vous aussi, je parie qu'il y a des gens qui se disent vos cousins et qui ne le sont pas du tout, que vous ne connaissez même pas. Ah oui, on est de la même famille. Et ça, dire aux gens, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Eux ont raison et nous mentons. Il fallait vous justifier tout le temps? Tout le temps. Et à la fin, se justifier, on s'énervait. On s'énervait. Moi, je me suis emporté plusieurs fois à des réceptions. Au magasin, pas parce que ça, c'était plus facile. La porte était là pour les sortir. Mais en public, je n'apparaissais plus. Je ne voulais plus aller à des cocktails ou des réceptions ou des vernissages parce que je ne savais plus me dominer.
C'est-à-dire qu'en plus, vous étiez ce qu'on peut appeler, dans le bon sens du terme d'ailleurs, des notables de Bruxelles. Oui, folklore. Et donc l'opprobre, elle a été d'autant plus dure. C'est ça qui a été plus dur. On était quand même très connus. Mon frère, en plus, avait quand même un poste à la commune. Enfin, chez vous, c'est un petit peu... À la mairie. À la mairie, à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville, mon frère. Entre autres. Oui, et là... Et même là-bas, à la mairie, il a fallu, pire. alors qu'on savait que vous n'étiez pas de la même famille. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, l'approche était encore beaucoup plus pénible parce que cet autre Nioul habite la même commune que nous. De l'autre côté de Bruxelles, Laken, de l'autre côté du canal, mais la même commune. Et là, cet autre monsieur Nioul était assez connu. Pas de la même façon que moi. L'associé macabre de monsieur Dutroux. Et je l'ai rencontré une fois, ce monsieur Nioul, il est rentré dans le magasin par hasard et il a dit « Tu es mon frère ». Je dis ben, « Écoute, je sais quand même bien qui est mon frère. On est cousins. Ah ben, je dis « Écoute, il n'y a pas de cousins ». Et puis il m'a dit « Mais mon père a toujours dit qu'on était cousins de la même famille et que ton père ressemble au mien ». Ah ben, je dis « Écoute, apporte les photos et moi, mon père sera là ce jour-là ». On n'a plus jamais revu. C'était fini. Donc lui aussi s'était servi de votre nom. Vous avez compris. Comment ça s'est passé justement quand vous avez vu ce reportage à la télévision belge? Est-ce qu'après vous avez contacté les journalistes? Ils ont fait amende honorable? Alors là, c'est d'abord ma mère qui a eu le choc. Nous, on en a dit, oh, mais est-ce qu'on comprend bien? Je comprends quand même un peu le néerlandais. Je me dis, mais est-ce qu'on a bien compris? On a téléphoné à d'autres pour voir si on avait rêvé et bien compris ce qu'on devait comprendre. Car c'était un reportage en néerlandais. Oui. Hein? Ah oui, c'était la télévision. Je vous ai dit, les francophones avaient fait leur boulot. Les néerlandophones, du moins, avaient cru avoir le scoop la veille du 15 août et passé en boucle, parce que cette chaîne passait en boucle. Donc, pendant 3 jours, ça a été confirmé. Et nous avons essayé de faire couper l'information au plus vite. Mais il fallait trouver le technicien, un responsable qui pouvait faire ce genre de manœuvre. Et quand un traducteur convenable, ça va jusque-là en Belgique, hein, il faut quelqu'un qui connaisse parfaitement le néerlandais pour les convaincre. Et là, il disait encore, c'est pas possible, nous ne sommes pas trompés. Donc vous voyez que c'était assez pénible de... Après, il y a eu les journalistes se sont saisis de l'affaire. Est-ce que vous avez réussi à faire valoir vos droits dans la presse quelque part, à la justice? Non? Personne ne vous écoutait? Oui. La branche francophone a quand même, pendant des journaux parlés, on dit la famille Nioul de la pâtisserie ne fait pas du tout partie de l'autre famille Nioul. Mais malgré ça, il y a quand même la presse belge qui a remis un petit peu en disant, bon, surtout... parce que il y a 3 semaines, je me suis encore fait injurier pour mon nom. Alors, quelles conséquences ça a eu sur votre vie, sur votre affaire? C'est-à-dire qu'un an après, on a dû fermer. Carrément? Ah oui, c'était plus vivable. C'était plus vivable financièrement, parce que bon, les clients nous fouillaient quand même. Et on valait quand même une grosse somme d'argent, et que les gens qui voulaient bien on voulait refaire tout à fait autre chose, et on avait un sponsor, enfin pas un sponsor, mais de l'argent qu'ils voulaient. Ils ont dit votre nom ne vaut plus rien, donc il ne faut plus insister, ça ne sert à rien. Vous avez fermé la pâtisserie? Oui, nous avons fermé. Combien de personnes à la porte? Il y en avait plus de 30 à l'époque, mais il y en a qui sont toujours au chômage à l'heure actuelle. Des gens qui ont 35 ans de maison ne savent pas s'adapter autre part devant des machines ou bien dans une supérette. Et puis ça a été une vague incroyable sur votre famille, puisque beaucoup de membres de votre famille vivaient de cette affaire qui était extrêmement florissante. C'était une affaire familiale, oui, c'était une affaire familiale. Il y avait mes parents qui ne sont plus là. Il y avait mes parents, mon autre frère, mes neveux et nous deux, qui vivions sur l'affaire familiale. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous avez fermé à cause d'une rumeur? Ça fait, pour nous tous qui avons quand même vécu en travaillant 7 jours sur 7, des minimum 14 heures par jour, je vous avoue que le premier dimanche où vous n'avez plus rien à faire, là vous êtes un peu perdu. Hein. C'est vraiment là que vous vous dites, on a fermé la porte, c'est l'horreur. Et là vous vous posez beaucoup de questions. Lesquelles? Mais de vous demander ce que vous allez devenir, de quoi vous allez pouvoir repartir, parce que c'était vraiment l'amour du métier qu'on avait. On avait tous une chose dans notre tête, c'était notre modo, notre métier. Il y a beaucoup de tristesse dans le regard d'Anne-Marie. Édouard, vous, j'ai le sentiment que vous êtes dans un état de colère. Je me trompe?
Peut-être intérieur, oui, mais on est surtout dans un état d'impuissance. Et je vous remercie de nous avoir invités. Ça aide. Et si les télévisions belges et la télévision néerlandophone avaient pu réparer immédiatement l'erreur, je crois qu'on serait encore en vie en Belgique. Mais il y a eu un mot d'ordre à ce moment-là. Il y a eu un tel choc psychologique, n'est-ce pas? Sur l'affaire du trou. Sur l'affaire du trou, sur les enfants qu'on découvrait tous les jours, sur cet accident que... Il ne venait pas à l'idée de réparer un bruit qu'on avait lancé. C'est tout. Mais ça nous a desservi complètement. Vous avez tout perdu? On ne peut pas dire qu'on a tout perdu. On a essayé de freiner, mais on a perdu l'essentiel, oui. On a dû fermer le magasin. Donc, point de vue, vraiment dire pâtisserie, on a tout perdu. Nous avions des offres 3 ans avant de vendre notre pas de porte et de nous associer. Et que le jour où j'ai dû aller déposer le bilan le matin et que je suis rentré le dire à mes parents, mon père m'a dit, il y a 3 ans, on a refusé ça et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Depuis lors, il y a eu un grand silence dans la famille. Est-ce que vous en voulez à quelqu'un? J'en veux à la presse, moi. Les journalistes qui ne font pas leur boulot convenablement, en n'écoutant pas les gens et en croyant le premier bruit parce que c'est un scoop, ce sont des gens à qui j'en veux vraiment. Je vais vous avouer que je parle volontiers à la presse quand je peux m'exprimer, mais pas à la presse écrite. Ça, c'est des gens où je me méfie parce qu'ils interprètent. Je m'en méfie encore toujours. Édouard? Je vous ai dit s'il faudrait que le législateur fasse une loi de réparation. Et si on vous est mis en première page en disant « voilà, il est coupable », que le démenti ne soit pas 3 petites phrases au milieu d'un journal ou un endroit illisible. Parce que le mal il faudrait retourner à la première page en disant « il n'est pas coupable, ils n'en peuvent rien ». C'est tout. Et ça ne se fait pas. Aujourd'hui, vous avez recommencé votre activité dans le chocolat, Anne-Marie, un petit peu. Oui, j'ai repris... Mais pas vraiment comme avant. C'est-à-dire que j'ai repris la section chocolaterie qui était chez nous, confiserie. Mon autre frère a repris aussi une petite partie, mais nous vivons un petit peu dans l'ombre parce qu'on travaille beaucoup pour d'autres pâtissiers ou pour des hôtels, des choses où nous ne devons pas trop paraître, ou alors on a la chance d'avoir quelques clients qui veulent absolument avoir marqué Nioul, mais mon frère met son prénom, c'est Christian Nioul, moi je mets mon nom, mais vraiment en petit. Votre nom, c'est toujours synonyme de... Et toujours, et on le sera toujours. Et la semaine dernière, j'étais occupée à ranger de la marchandise dans un rayon, et une dame qui n'était pas pourtant très jeune, donc on ne peut même pas dire que c'est une... Sans être réfléchi, m'a dit comment vous pouvez vous mettre à genoux dans un rayon avec un nom pareil. Ben, je voudrais que chaque fois, vous recevez Chaque fois, vous avez des remarques comme ça. Qu'est-ce que ça fait de porter justement ce nom-là Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait de porter ce nom-là qui, à chaque fois, attire tellement de remarques négatives? Ben, vous dites que c'est votre nom et que vous n'avez rien à vous reprocher, donc vous gardez votre nom. Parce que bien souvent, on nous a déjà dit pourquoi vous ne recommencez pas sur un autre nom, pourquoi vous n'avez pas changé de nom, mais c'est plus du tout la même chose. Il faut se dire qu'on a créé cette chose et qu'on en était fiers quand même d'avoir cette pâtisserie sous ce nom-là. Et on ne voit pas pourquoi nous, on doit être punis. On n'a rien fait, donc ce n'est pas à nous. Aujourd'hui, vous repartez lentement. Mais est-ce que vous êtes descendu vraiment très très bas par rapport à l'affaire? Comment vous avez vécu au moment au plus dur de la rumeur? Mon frère avait qu'une idée, c'était de partir. D'ailleurs, on avait notre mère qui était malade en même temps, donc on était partis en France. Mais pendant ce temps-là, pour avoir un petit peu d'argent quand même, j'ai fait du style courrier express, des choses comme ça, parce que sinon... Vous étiez au chômage? Il n'y a pas de chômage. Vous êtes indépendant, il n'y a pas de chômage. Donc vous êtes vraiment sans rien. L'assistance publique, si réellement vous n'avez pas aucun bien. Bonjour, Karine de Douai. Moi, je voulais savoir s'il ne vous est pas venu à l'idée en fait de déposer plainte contre les médias, contre le magazine qui vous a fait cette mauvaise publicité. Nous y avons pensé et nous avions un avocat. Et puis après, en âme et conscience, mes parents ont décidé de ne rien faire parce qu'à côté du drame que vivaient les autres parents, notre affaire, on n'avait plus envie, on ne pouvait pas aller en justice pour une affaire aussi petite à côté des drames des parents. Mais en même temps, c'était autre chose et puis vous n'avez pas à subir... on ne s'imaginait pas qu'on allait subir.
Vous ne croyez pas que ça... Le fait est que vous croyez que ça va durer 15 jours, 3 semaines maximum. Ça dure depuis longtemps, quand même, 96. Mais ça fait 7 ans, oui. Et ça aurait changé quelque chose? Ça va recommencer et ça ne sera pas terminé. Et ça ne sera pas terminé. Ça s'est ému, mais vous avez quand même toujours des reproches. Est-ce qu'il y aura toujours le doute, justement, dans l'esprit des gens par rapport à vous, votre famille? Les gens, on n'a plus du tout un nom porteur. Ça changerait quelque chose pour vous de porter plainte, justement, contre ces journalistes néerlandais? Financièrement, si les gens sont solvables, mais... Qui a attaqué? Qui a dit qu'il était mon frère? Comment ce bruit a circulé? Peut-être les journalistes qui ont colporté un... Il n'y a pas que les journalistes. Il n'y a pas que les journalistes. C'est-à-dire? Ça, je n'ose pas le dire ici. C'est une guéguerre entre qui, quoi? Non. Mais on ne sait pas exactement, parce que comme on ne sait toujours pas l'effet exact de cette affaire... Comment ce bruit a démarré, on ne le sait pas. Comment le bruit a démarré... Vous pensez qu'il y a des personnes qui avaient intérêt à ce que votre affaire soit moins florissante? Peut-être pas, mais non. Non, mais enfin, qui voulait un petit peu encore grossir la chose et l'horreur que c'est, parce que c'était un procès qui va être une horreur. Ça défend quand même une horreur. Quel sentiment vous gardez de cette erreur? C'est une expérience de vie et... On n'a pas envie de revivre une deuxième fois. Il y a des jours où vous voudriez... Est-ce que vous vous réveillez le matin en vous disant « mais j'ai vécu un cauchemar, tout va recommencer ». Non, c'est fini, vous n'avez pas le temps de le vivre, ça. Quand on se réveille, on dit « on a eu une belle vie avant, on a rêvé d'avoir tout ce bonheur qu'on a eu ». N'est-ce pas? C'est comme si vous auriez eu un accident demain et vous êtes là aujourd'hui. C'était moi, ça, avant l'accident. Qu'est-ce qu'on était heureux. Voilà. Anne-Marie, des fois, vous faites des cauchemars, justement, la nuit. Vous vous réveillez, vous pensez, vous recalculez, vous refaites l'histoire. Est-ce que ça vous arrive, les insomnies? Non, moi, ce qui me met souvent... ce qui me ronge souvent, c'est la bêtise humaine des gens qui vous appuient et qui vous poussent et qui vous font toujours des bêtes remarques. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui me... Je me demande jusqu'où la bêtise humaine peut aller parfois et qui ne se rendent pas compte de ce que ça peut vous faire mal. Vous avez perdu beaucoup d'amis? Des vrais amis, j'en ai pas vraiment perdu, mais j'ai parfois dû mettre des gens avec qui j'étais attablée ou quoi à leur place, en disant maintenant votre humour il est bien gentil, j'ai beaucoup d'humour, j'en ai beaucoup, mais cet humour-là je la veux pas. Parce que venir vous dire ouais on a vu ton cousin à la TV, excusez-moi, mais quand vous avez tout perdu à cause de cette bêtise, de ce nom qui était que je porte et qui était synonyme, c'est de l'humour que j'aime pas du tout, du tout. Qui plus est dans une affaire. En plus, c'est pas très. Hein. Et qui a traumatisé en plus la Belgique, c'est un séisme. Tout à fait. À ce moment-là, c'est un vrai séisme, oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens, justement, qui vont vous voir et qui, une fois encore, vont peut-être colporter des bruits le lendemain? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens? Moi, je serais justement pas là. Que les gens. Moi, je ne serais pas là, je serais à Bédouin. Que les gens. Je ne serais pas là. Mais arrête de toujours nous pousser et dire et nous ressasser l'histoire, quoi. C'est tout le temps, on doit tout le temps se justifier, il faut tout le temps dire aux gens et pourquoi vous ne voulez pas réouvrir et pourquoi, ça c'est courant, hein, et vous allez réouvrir, ben, c'est bien gentil. Retourne en politique, j'étais une fête espagnole hier dans la Marole, mais enfin retourne en politique, je dis écoutez d'abord j'ai l'âge et puis deuxièmement ça suffit, j'ai donné, on ne va pas recommencer 2 fois une campagne électorale. Mais ça ne vous a pas donné envie de vous battre justement, politiquement parlant? Si, mais on n'a plus de nom. Alors là, tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'on a perdu des amis? Des amis, on n'en a pas perdu, mais on a perdu des relations, oui. Vous comprenez bien qu'on ne vous invitait pas à une réception ou à un cocktail, vous appeliez Nioul, donc quand ça allait semer le trouble ou le froid, on vous évitait. Le doute est toujours là. Ah oui, y a pas, mais le doute, non, on vous évite, on n'a plus envie de vous connaître, c'est tout. Vous avez eu le temps, je suppose, en 8 ans de ressasser, d'analyser votre histoire. Comment vous expliquez cette bêtise, justement, humaine, alors que les gens savent très bien que vous n'êtes pas cousin avec cette personne qui est accusée de pédophilie? Comment vous expliquez, justement, que les gens se moquent, qu'il y ait toujours un doute? Comment vous l'expliquez? Comment vous l'analysez? Parce que les gens ne veulent jamais voir la vérité. Mais ça les excite aussi? Il y a une mais part ils ne veulent pas, c'est trop simple. C'est trop simple. C'est trop simple, alors ils n'aiment pas. On porte tous un cliché sur le dos, et pour enlever cette étiquette-là, c'est épouvantable. Il ne faut pas oublier que la Belgique est un tout petit pays. Hein. Et la mentalité est parfois un petit peu petite. Hein. Vous avez des gens qui, justement, veulent vous pousser, mais il y en a d'autres, quand ils peuvent enfoncer, ils vous enfoncent. Hein. Rien que de voir le nom sur les camionnettes, on nous a quand même... retourner une camionnette, on nous a secoué, moi on m'a secoué il
il y a 3 ans, je crois, je roulais avec la vieille petite camionnette qu'on avait où était marqué Nioul dessus. On nous l'a secoué, on m'a secoué au milieu d'un carrefour. Je me suis franchement pendant 3 secondes... Parce que le problème, c'est que vous n'êtes pas obsédé. Pendant 3 secondes, vous dites, mais qu'est-ce qu'on me veut là? Et puis vous faites à nouveau le lien. Ça vient, mais... Quand l'autre, M. Nioul, était libéré pour une autre affaire d'escroquerie, le jour où il est sorti de prison, nous avons eu un marchand de pommes de terre néerlandophone avec son camion contre la façade. C'était un samedi après-midi, en plein coup de feu. Nous avions un autocar de japonaises, n'est-ce pas? Et on a dû les évacuer, comment expliquer à ces gens? Et puis il s'est déplacé, mais il a quand même défoncé le sigle sur le coin du magasin. Après des chocs pareils, on a dû appeler la police, on l'a retrouvé plus loin. Bon, après, on n'a plus su ce que c'était devenu. Mais des chocs pareils, quand même, vous font réfléchir. Votre rêve, c'est de vous faire oublier ou au contraire qu'il y ait un jour votre nom à nouveau, Nioul, qui soit une fierté, une bannière de vos affaires Le temps passe, on a des neveux et peut-être que ça les intéresserait, mais de toute façon, éclabousser le nom Nioul maintenant et dans les 2 ou 3 ans qui viennent, c'est exclu. Nous allons à présent accueillir un couple, Nelly et Jacques Esnault. Avant de les recevoir et qu'ils nous racontent eux aussi leur histoire, eh bien, je vous propose de regarder un résumé en images de ce qui leur est arrivé. L'affaire des époux Esnault a été très médiatisée dans les années 90. Nelly et Jacques sont les heureux propriétaires d'un hôtel-restaurant. Un beau jour, ils demandent au propriétaire des murs de faire des travaux devenus indispensables et de les prendre à sa charge. Ce dernier refuse et Nelly et Jacques saisissent la justice. Alors qu'ils auraient dû légalement obtenir gain de cause, la justice leur donne tort. 10 ans et 50 procès plus tard, totalement exténués, ils sont contraints de fermer leur établissement. La vie de Nelly et Jacques est complètement bouleversée. Ils perdent leurs amis, leur famille leur tourne le dos, ils n'ont plus rien. Avec leurs 2 enfants, ils vont devoir survivre avec 3 000 francs par mois. 16 ans après le début de ce cauchemar, l'État est finalement condamné pour faute lourde de la justice. Nelly et Jacques pardonnent, mais n'oublieront jamais. Voici donc Nelly et Jacques Esnault. Ils vont nous raconter cette histoire qui a bouleversé leur vie. Les voici. Merci d'être venus nous raconter cette histoire incroyable, une erreur judiciaire, comme il en arrive en France cette fois, et qui a provoqué la ruine dans tous les sens du terme de votre affaire à vous. Elle était très florissante et puis tout d'un coup, à cause de ces travaux, de cette erreur judiciaire, eh bien, tout s'est arrêté. Quel souvenir vous gardez du jour où vous aussi vous avez mis la clé sous la porte? Ça a été l'effondrement. Quand ce genre de choses vous arrive, là, vous ne l'avez jamais prévu, vous n'avez jamais pensé que ça allait vous arriver, et vous vous effondrez, vous êtes hébété. Et vous avez aussi honte, très honte, parce qu'en France, quand vous mettez la clé sous la porte, quand vous faites faillite, vous êtes automatiquement coupable, et on vous juge, vous devenez des parias. Et ça, nous ne l'acceptions pas, parce que toutes ces années, pendant plus de 25 ans, nous avions travaillé. Et toutes ces années, ça avait été du labeur, du travail, jour et nuit. La restauration est un métier extrêmement difficile, nous l'avions choisi. Nous savions très bien les risques que nous prenions. Par contre, pas ce genre de risque. Ça, nous n'aurions jamais pensé que ce genre de choses pouvait nous arriver. Mais là aussi, c'est pareil. Vous n'y étiez pour rien. C'était une histoire de travaux qui a incombé au propriétaire. La justice, après, vous a donné finalement raison, mais il a fallu attendre quelques années. Quand vous dites on était des parias, qu'est-ce que vous reprochez les gens, vos amis ou peut-être les autres hôteliers qui vous voyaient mettre la clé sous le paillasson? Les autres hôteliers n'en avaient rien à faire. Bien parce content. que quelque part, ça en faisait un de moins. Hein, surtout que nous étions connus et reconnus. La famille ne comprenait pas. La famille, les amis ne comprenaient pas. Nelly et Jacques, vous étiez donc complètement incompris, vous aviez la justice en plus contre vous comme un rouleau compresseur. Quel sentiment vous aviez à ce moment-là? Lorsque l'on va déposer son bilan, lorsqu'on va au tribunal de commerce, qu'on est là devant le juge commissaire, qu'on remet son carnet de chèques, qu'on remet ses comptes en banque, qu'on donne tout, on ressort qu'on n'a plus rien. C'est quelque chose de démoralisant. Je ne peux même pas m'exprimer. On est là, on est rentré, on est encore quelqu'un, on ressort, on n'est plus rien. Et quand on a la justice justement contre soi, alors la justice, c'est... Qu'est-ce qu'on ressent?
la justice contre soi. Moi, je ne parlerai pas de justice, je parlerai d'injustice. Je dis que je parlerai plutôt des juges. Il y a des lois en France, les juges sont chargés de les appliquer. À partir du moment où ils font le libre cours à leur imagination plutôt que d'appliquer la loi, eh bien, ils prennent le risque de faire des erreurs. Mais ça, est-ce que les gens en avaient conscience? Parce que pour les gens... Non, les gens n'en ont pas conscience. C'est la justice qui dit que... Les gens n'en ont pas ça... conscience. Les gens disent... Ça a été jugé comme ça, la justice a raison, donc vous avez tort. Et comment... Donc, quelque part, vous êtes coupable de quelque chose. Et alors, ça, vous étiez coupable aux yeux des autres. Comment vous avez vécu, justement, cette incompréhension? Comme une honte, d'abord, comme une souffrance, ensuite. Une énorme souffrance, plus qu'une honte. Et puis, on était dans une impuissance totale à pouvoir s'expliquer. Qu'est-ce que vous ressentiez, justement, Nelly? On a parlé tout à l'heure avec Anne-Marie, peut-être des cauchemars qu'on fait la nuit, alors, on refait l'histoire et on ne comprend pas. Vous étiez dans ce sentiment d'incompréhension totale? Qu'on fait la nuit, qu'on faisait à l'époque et qu'on fait toujours. On fait toujours. Parce que ce genre d'histoire, on ne s'en sort jamais. Ça a duré 16 ans, près de 50 procès, avant qu'on réussisse à nous donner raison, hein, qu'on nous dise « oui, on est coupable, oui, on a fait une connerie, oui, on vous indemnise ». Et croyez-moi, jamais on ne s'en sort. Mon mari comme moi, on n'est pas indemne aujourd'hui. Il y avait une sanction immédiate sur votre quotidien puisque vous avez mis la clé sous la porte. Oui. Comment vous avez vécu? Vous aviez une affaire florissante, vous aussi. Oui. Vous vous êtes retrouvé sans rien? Chômage, pas d'argent, comment ça se passe? Pas de chômage non plus? Non, même pas de chômage, puisque comme vous a dit tout à l'heure, monsieur, lorsqu'on est commerçant, il n'y a pas de chômage, ça n'existe pas. Avec combien vous viviez? Et nous avions 3 000 francs par mois. C'était la somme exacte. Alors, tout était chaque mois. Il y avait la petite enveloppe pour l'électricité, la petite enveloppe pour les choses qui sont dues, hein, chaque mois, donc, pour ce qu'on appelle les frais fixes. Il y avait 750 francs pour la nourriture, donc 25 francs par jour. Je peux vous assurer que je suis devenue la reine des promotions. Lorsqu'on a les catalogues, on fouille toutes les promotions. Je sais très bien que si vous allez au marché à midi, c'est l'heure formidable parce qu'on va vous donner 4 salades pour le prix d'eux. Vous connaissez aussi tous les trucs style Emmaüs, Trocabi, tous les dépôts-ventes. Vous connaissez tout ça. On trouve des choses formidables, hein, je peux vous assurer, dans ces magasins-là. Je pourrais vous donner des adresses. D'ailleurs, vous vivez malheureusement, enfin, vous avez vécu comme beaucoup de Français encore vivent aujourd'hui. On survit. Mais la différence, c'est qu'en plus, la justice avait appuyé ça. Quel sentiment vous ressentiez comme à chaque fois, vous alliez faire vos courses avec pas beaucoup d'argent, alors qu'avant, vous aviez une super affaire, vous ne méritiez pas finalement cette descente? Qu'est-ce que vous ressentiez? Deux choses. Frustration pour beaucoup de choses, parce qu'il est évident que la ceinture est très très serrée. Mais en même temps, je n'ai jamais eu honte d'aller dans certains magasins, parce qu'il n'y a pas de honte. Hein. Vous savez, vous avez des gens très très bien qui y vont. Bien sûr. Ouais. Vous avez des gens très très bien. Et en même temps, toujours cette volonté de se battre. Parce que pendant donc ces 5 ans où nous avons vécu dans une HLM, où on nous avait dit d'ailleurs, on vous reclasse dans une HLM, vous acceptez ça, ou autrement c'est la porte. Vous n'avez rien du tout, vous êtes à la rue. Donc on a accepté ça, et pendant 5 ans, donc de 95 à 2000, on a touché le RMI en ayant une certitude, quelque chose d'ancré à l'intérieur. Vous savez, c'est quelque chose de... Je ne sais pas ce qui vous fait penser ça. Une volonté. Un jour... Je sais qu'un jour, nous savons qu'un jour, justice on va s'en sera sortir. Vraiment rendue. Vous avez 2 enfants. Comment oui. est-ce que vos enfants ont vécu justement cette longue descente vers le bas? Notre fils était déjà parti de la maison puisqu'il est plus âgé que sa sœur. Il avait 20 ans. Notre fille avait 12 ans. Donc elle a tout vécu. Elle a vécu tout ça. Un jour, un journaliste lui demandait comment elle l'avait vécu. Sa réponse a été, écoutez, moi je n'ai pas eu de problème particuliers pendant mon adolescence, ou plutôt je les ai occultés. Les problèmes que j'ai eus, c'était ceux de mes parents. C'est-à-dire qu'elle a récupéré en fait vos angoisses, votre mal de vivre, vos difficultés à... Mais elle a vécu tout ce qu'on a vécu. Elle a vécu le fait que les gens nous tournent le dos. Elle a vécu le fait, comme le disait tout à l'heure, les insultes, parce que vous vous faites insulter. Les gens qui vous aimaient bien du jour au lendemain, lorsqu'ils vous voient, changent de trottoir. Vos amis sont partis? Oui, la famille.
La famille est aussi. La famille n'a pas compris. La famille nous disait, écoutez, attendez, mais vous rigolez. Vous êtes en train de nous dire qu'un juge a dit que votre maison est une ruine. Mais si le juge a dit ça, c'est que forcément vous avez fait une erreur quelque part. Et c'est-à-dire que là aussi, de toute manière, comme c'était dit par la justice, vous étiez coupable. On était coupable. Bon, quelque part, on ne leur en veut pas parce que si nous, ça ne nous était jamais arrivé, je ne sais pas comment on aurait réagi. Peut-être pas de la même manière, on n'aurait pas laissé tomber, c'est pas notre truc. Mais par contre, on se serait peut-être posé des questions parce que tant qu'on n'a pas affaire à la justice, tant qu'on n'est pas entré dedans, on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas que la justice, Bonjour. Bonjour, Julien de Douai. Donc j'aurais une question pour ces messieurs. Nelly et Jacques. Et en fait, j'aimerais savoir si est-ce que vous avez eu le projet de refaire un commerce? Non. Ah non. Non. Attends, ça nous a dégoûté. Hein. Vous en êtes où aujourd'hui? Nous avons tous les deux, mon mari a 59 ans, j'ai 57 ans. Quand vous faites ce genre de métier, vous commencez jeune. Parce que c'est 15 heures, 20 heures par jour, c'est 7 jours sur 7. Quand vous avez 2 jours de congé à suivre, c'est des grandes vacances. Donc, de toute manière, on ne recommence jamais sa vie, on la continue. Bravo. Le tribunal de Rennes vous a donc donné raison 16 ans après. Il a d'ailleurs condamné l'État pour faute lourde de la justice, ce qui n'est pas rien. Vous avez d'ailleurs été indemnisé, mais vous avez dû payer votre avocat, parce que je suppose que 16 ans de procédure, ça ne doit pas être donné. Comment vous voyez l'avenir aujourd'hui? On ne voit pas grand-chose de bien précis, d'abord. Il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on a fait après 1995, ça a été notre principal travail, a été de nous battre contre l'État pour obtenir justice. Et c'est quasiment un travail à temps complet. Ce que l'on nous a accordé comme indemnisation à Rennes était vraiment minable. Donc on a fait appel et à Angers, ils ont doublé l'indemnisation. Le résultat n'est toujours pas satisfaisant. Et là, on est parti en cour européenne parce qu'on n'a absolument aucune confiance. Qu'est-ce qui vous donne justement la force de continuer? Ça fait 16 ans, vous avez déjà obtenu une indemnisation. Pourquoi continuer à vouloir encore plus? La force de continuer, c'est d'abord le caractère, ensuite une certaine rage. Et puis d'abord, ils nous ont tout pris. Ils nous ont mis le dos au mur, ils nous ont mis sur le trottoir. S'ils nous avaient encore laissé quelque chose, une petite cuillère pour manger, on aurait préservé notre petite cuillère, on ne se serait pas battu. On aurait essayé, de peur qu'ils nous la prennent, on aurait essayé de sauver le minimum qui nous restait. Ils nous ont tout pris, on n'avait plus rien à perdre, donc on s'est battu. Et aujourd'hui, qu'on a les éléments pour se battre, qu'on a on a la reconnaissance de la faute lourde par la justice, la justice a fini par plaider coupable au bout de 16 ans. Ils ont mis 16 ans pour plaider coupable. Ça, c'est ahurissant. Que le ministère de la Justice, qui est là, qui demande aux gens de dire la vérité, etc., lui, pendant 16 ans, nous a menti. Alors aujourd'hui, on ne veut pas leur faire de cadeau. Tout à l'heure, Édouard et Anne-Marie disaient, quand on repense à notre vie, c'est Édouard qui disait ça, quand je repense à ma vie d'avant, je me dis, oh mon Dieu, ce que j'ai bien vécu. Vous, quand vous faites le film de votre vie, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous voyez? On se dit qu'avant, on a souffert, on a travaillé beaucoup pour ensuite, dans l'avenir, bien vivre. Nous, on n'a pas bien vécu avant. Justement, on travaillait beaucoup dans l'espoir, dans la perspective de bien vivre ultérieurement. Et ce bien vivre n'est pas arrivé. Oui, et puis il faut savoir aussi une chose, c'est que mon mari et moi étions issus de milieux modestes. Les taudis, j'ai connu, les HLM, j'ai déjà connu, la pauvreté, la vraie pauvreté, j'ai déjà connu. Et j'étais quelqu'un de très ambitieux. Et ce qui me faisait tenir quand j'étais gamine, c'était de me dire, un jour je m'en sortirai. Je n'ai jamais envié les gens qui avaient quelque chose. J'avais envie d'être comme eux. C'est pas, vous voyez la différence. Votre fille, vous avez dû la confier à un certain moment parce que c'était peut-être trop dur pour vous ou pour elle de vivre avec vous. Quelles conséquences ça va avoir sur sa vie à elle? Est-ce qu'elle garde une amertume, une rage comme son papa? Notre fille non, mais par contre la justice lui fait peur. Elle a peur de la justice. Pas confiance? Non, aucune. Aucune confiance. Qu'est-ce qu'on perd quand on ne peut pas avoir confiance justement en la justice, puisque la justice a reconnu l'erreur? Qu'est-ce qu'on perd?
Eh bien, c'est une des premières institutions en qui on doit justement avoir confiance. Au départ, en allant les trouver, on avait une totale confiance en la justice, comme je pense la majorité des Français. Et on ne s'imaginait pas que les juges pouvaient à ce point ne pas faire leur travail, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. On n'a pas étudié le dossier. Heureusement aussi, il y a des juges qui font encore leur travail. Oui. Un juge qui a reconnu qu'il nous avait ruinés, qui a reconnu qu'il n'avait pas fait son travail, qu'il n'avait pas étudié le dossier, et un juge à qui on a tapé sur les doigts, un juge qu'on a mis au placard, un juge qui lui aussi a été déshonoré. Pas un de ses collègues à l'époque ne l'a soutenu. Le ministère a essayé de le faire revenir sur ses aveux. Il a dit jamais. J'ai agi en conscience, j'ai ces gens-là sur la conscience, je ne peux plus dormir. Et ce que j'ai écrit, je le maintiens. Physiquement, quelles conséquences ces histoires ont eu sur vous quatre? Des conséquences, des maladies Je suis en invalidité. Pourquoi? Je souffre d'une maladie qui s'appelle la fibromyalgie, c'est-à-dire que tous mes muscles, tous les tendons du corps, et quand vous prenez une photo du corps humain et que vous regardez, c'est inimaginable tout ce qu'on peut avoir. Eh bien, tout ça est atteint. Et c'est une maladie que vous avez contractée parce que vous... Et comme par hasard, 3 semaines après ce jugement, la maladie a commencé. Et on sait depuis que ce genre de maladie commence toujours à la suite d'un choc, psychique ou physique. Et une maladie qui se soigne? Qui ne se soigne pas. Parce qu'il n'y a que la morphine qui peut me soulager. On connaît bien la maladie. C'est une maladie qui a été mise en évidence et qui est reconnue par l'OMS depuis 1992, mais on ne sait pas la soigner, on ne connaît pas l'origine. En tout cas, vous continuez à vous battre tous les deux pour faire valoir vos droits. Notre prochain invité s'appelle Jean-Marie Kuttner. Avant de l'accueillir, je vous propose de voir un résumé en images de l'histoire qui lui est arrivée. En 1987, Jean-Marie Kuttner obtient une licence pour ouvrir sa pharmacie. Les affaires marchent bien, trop bien peut-être, et sa réussite commence à faire des jaloux parmi ses concurrents. Une plainte est déposée par certains de ses confrères, contestant la validité de sa licence. Jean-Marie est contraint de fermer son établissement, des rumeurs calomnieuses commencent à circuler. Jean-Marie ne serait absolument pas pharmacien, on l'accuse d'être le gourou d'une secte ou encore d'être dealer. La suite est une succession de procédures judiciaires pour faire valoir son bon droit. Pendant des années, le train de vie de Jean-Marie et de sa famille va être totalement bouleversé. Il se retrouve ruiné, croulant sous les dettes, et voit la plupart de ses amis lui tourner le dos. Après 13 années de galère, il obtient un dédommagement de l'État, fait un emprunt et rachète enfin une pharmacie pour laquelle il n'y a plus de problème de licence. Il est enfin heureux, mais conserve un souvenir amer de toutes ces années perdues. Je vous demande d'accueillir Jean-Marie Kuttner. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc aujourd'hui à nouveau pharmacien. On l'a entendu dans ce reportage. Vous avez attaqué plusieurs fois l'État devant les tribunaux parce qu'on vous retirait cette licence. Vous deviez fermer, réouverture, refermeture, etc. La même question qu'à nos autres invités. La première fois que vous avez fermé la pharmacie, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je crois que la première fois, quand ça vous arrive, on ferme les yeux, on dit c'est un rêve, c'est pas grave, demain ce sera changé, et puis on se rend compte que non, c'est toujours pareil. On a du mal à réaliser, à se demander pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait pour ça. On en ressent l'injustice, et puis je crois qu'on a envie après simplement de se battre parce qu'on est dans son droit, parce qu'on n'a pas de raison d'accepter de piller. Pourquoi vous avez compris? Pourquoi moi? Oui, je crois que j'ai compris pas mal de choses, bien sûr, parce que d'abord, je dérangeais certaines personnes qui avaient le bras un peu long. C'est-à-dire d'autres pharmaciens? Entre autres. Trop de concurrence? Entre autres. Votre affaire était, elle aussi, très florissante? Oui, tout à fait. Vous aviez un bon chiffre d'affaires en tant que pharmacien? Tout à fait, je dérangeais beaucoup, parce que j'arrivais dans une profession où il est bon d'être notable et que, comme mes collègues de mes aventures, je suis né dans un petit quartier d'une famille qui a beaucoup sacrifié pour me payer des études et que peut-être j'avais peut-être pas le droit à prétendre à cela. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez compris qu'on vous accusait d'être gourou d'une secte, dealer même, qu'on vous disait il n'est pas pharmacien? Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Mais je crois que la première chose, par rapport à certaines accusations, comme ne pas être pharmacien, vendre de la drogue, etc. Qui vous arrivez comment d'ailleurs? Je crois que c'est la rumeur bête, c'est la rumeur stupide, c'est jamais personne. Après, vous avez toujours un imbécile pour dire « mais il n'y a pas de fumée sans feu », et puis les choses s'enchaînent comme ça. Je crois que j'avais la chance d'avoir le soutien de toute la population qui me connaissait, j'avais la chance d'avoir le soutien des médias. Donc je crois qu'il me paraissait important, par rapport à tous les gens qui prétendaient que j'étais en prison, que j'étais à l'hôpital, que je me cachais, je crois que j'ai voulu simplement me montrer, donc j'ai pris l'habitude d'être toujours présent pour qu'on voie que j'étais là. Jamais de fuite. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti donc, quand vous avez entendu ces rumeurs autour de vous? Jamais personne, mais on dit que vous n'êtes pas pharmacien, on dit que vous êtes dealer, gourou. Sur le coup, ça surprend. On se demande pourquoi inventer des histoires, pourquoi mentir. Bon, après, je crois que c'est Mais ça doit être terrifiant, on doit être en rage. Enfin, je ne sais pas, on vous accuse à tort d'être un personnage que vous n'êtes pas. Ça me paraissait tellement important, tellement énorme, je veux dire, que je n'avais qu'une envie, c'est de prouver le contraire. C'était simplement je crois que la meilleure façon de faire taire la rumeur, c'était de me montrer, de faire dire aux gens, voilà, je suis là, je ne suis pas en prison, je suis toujours pharmacien, j'ai toujours mon diplôme, j'ai même affiché mon diplôme. Voilà, je crois qu'après, les rumeurs... pour l'essentiel, se sont tues, et puis d'autres sont arrivées, mais tellement idiotes. Lesquelles, par exemple? Par exemple, de prétendre que j'étais le gourou d'une secte et que je faisais de l'envoûtement pour empêcher les clients d'aller dans la pharmacie de certains concurrents. C'est vrai, on a dit ça aussi? Oui, on a dit ça, oui. Mais rassurez-vous, je n'ai jamais fait d'envoûtement. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Comment est-ce que votre famille a vécu ces rumeurs? Est-ce qu'il y a des moments où c'est humain, hein, on se retrouve le soir, puis on craque parce que c'est trop dur? Je crois qu'on est passé par plusieurs stades. C'est vrai que le premier stade, c'est d'abord avoir tendance à se replier sur soi-même, à s'enfermer chez soi, à ne vouloir voir personne. Et puis je crois qu'il faut après être capable de faire face aux choses. Donc pour moi, c'est important de me montrer, qu'on me voie. C'est incroyable, vous n'avez jamais voulu partir, vous. Hein. Vous êtes resté dans votre Alsace, dans votre village. Mais pire, dans ma ville. Dans votre ville. Dans ma ville, c'est quand même une ville. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai rencontré le préfet qui m'a dit, écoutez, il faut régler votre problème. Dites-moi où vous voulez vous installer. On vous installe où vous voulez. On voulait vous éloigner. Pas dans cette ville. Et je lui ai dit, il est hors de question de partir de cette ville, je n'ai pas à me cacher. J'ai la chance d'être soutenu par des milliers de gens qui m'étaient très fidèles, qui m'ont toujours soutenu et que je revois encore aujourd'hui, 14 ans après. Et je me dis non, je ne peux pas abandonner ces gens-là. Donc je mourrai debout s'il le faut, mais j'aurais choisi l'endroit. Donc je ne pars pas. Votre femme, elle a compris justement, elle était derrière vous. Il y a des moments où justement elle vous a dit, allez viens Jean-Marie, on s'en va parce que c'est plus possible, on sera bien plus heureux ailleurs. Oublions cette histoire. Non, je crois qu'on est resté très unis. Je crois qu'il y a des histoires comme ça, soit qui font éclater une famille, soit qui la ressoudent. Je crois que ça l'a bien ressoudé. Non, on est resté très unis. On a beaucoup essayé de protéger les enfants parce qu'il ne fallait pas qu'ils en souffrent. Non, je crois qu'on est resté très ensemble. Comment ils vivaient justement vos enfants, cette histoire-là? À l'école, ça se passait comment? Parce qu'on sait comment c'est dans une ville. Hein, les rumeurs vont vite. À l'école, on les subit aussi. Papa qui est gourou, papa qui n'est pas pharmacien. C'est pas super? Oui, je crois qu'il y a eu des moments difficiles pour eux, mais je crois qu'ils ont montré le même courage, la même volonté d'être ensemble, de marcher la tête haute, ne pas se cacher. Donc je crois on a été très unis, puis on a marché d'un même pas. Je crois que c'est ce qui fait qu'on s'en sort ensemble. Est-ce que les amis aussi ont marché d'un même pas, ou est-ce qu'ils sont partis? Pas tous. Ça a été une des premières leçons que j'ai appris. Je crois qu'on a des amis quand tout va bien, et puis on a des amis quand tout va mal, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes. Vous avez été surpris, justement? Oui, très fort. Des gens en qui je croyais qu'on ne voit plus le lendemain. Mais ce qui m'a le plus surpris, le plus touché, c'est des gens qui faisaient partie de mon environnement, que je ne voyais même pas, que je ne connaissais pas, et qui se sont mis en quatre le lendemain quand ils savaient que j'allais pas bien. Je crois que ça, c'était un élan de solidarité extraordinaire, oui. Ça a duré très très longtemps, toute cette histoire, combien d'années? 14 ans. 14 ans, c'est long aussi, hein. On parlait de 16 ans tout à l'heure avec Nelly et Jacques. Quand vous refaites le film de votre vie, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque je repense à tout ça, ça vous paraît curieux, j'ai presque envie de leur dire merci. Merci parce que j'ai eu la chance, contrairement à mes collègues, à mes amis, d'en être sorti, d'avoir redémarré. Et je dois dire que je ne vois pas du tout la vie de la même façon. Je me sens beaucoup plus fort, plus mûr dans ma vie. Justement, Anne-Marie disait tout à l'heure, j'aurais toujours, moi et mon nom finalement, ce doute
cette chose-là qui me suit, est-ce que vous qui vous êtes finalement installé, parce que vous vous êtes battu, vous êtes dans votre ville, et vous avez ouvert votre pharmacie, et maintenant c'est bon, est-ce que vous avez le sentiment que dans la population, il y a toujours ce doute qui s'instille ? Non, je crois que dans l'ensemble, les gens m'ont beaucoup soutenu. Je peux dire que dans la ville où je suis installé, donc chez Dikheim, je suis maintenant de l'autre côté de la ville. Et malgré tout, j'ai toujours, tous les jours, des habitants qui viennent de cet ancien quartier, qui viennent me voir tous les jours. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Oh ben, je crois qu'ils m'ont... Je me rappelle d'une dame qui un jour me disait... On ne choisit pas forcément le quartier où on habite, mais je choisis mon pharmacien, et mon pharmacien c'est vous, donc c'est chez vous que je viens. On sait à quel point les relations entre le pharmacien et la population est importante. Bonjour. Bonjour, j'aimerais poser une question au monsieur. Jean-Marie. Jean-Marc. Jean-Marie. Jean-Marie, excusez-moi. Donc comment avez-vous survécu financièrement entre la fermeture de votre première pharmacie, après vous avez ouvert une autre pharmacie qui n'a pas réussi à cause de l'administration, puis l'ouverture de la troisième pharmacie? Comment avez-vous survécu Est-ce que vous avez connu en gros des périodes de dèche comme nos invités, oui, où on se serre la ceinture, on vit avec quasi rien? Bah, bien sûr, c'est évident. Je veux dire, on est parti, j'étais en plein remboursement de mes investissements, donc j'avais à l'époque en France, je veux dire plus d'1 million de dettes à rembourser tous les mois. Je venais de construire une maison qu'il fallait que je rembourse, donc j'avais tout cela. Je veux dire, dans mon esprit, si vous voulez, mais c'est vraiment un état d'esprit. J'avais l'impression de rentrer dans un tunnel et j'avais cette volonté d'en sortir, donc je savais que j'en sortirais. L'important, c'était de tenir tout au long. Et ce que je disais à l'époque, c'est de dire j'ai bien vécu avec du foie gras, ben je vivrai avec des pommes de terre, et puis quand il n'y a plus de quoi en mettre 4, j'en mettrai 3 dans l'assiette, mais j'y arriverai. Comme Nelly, vous n'avez jamais perdu espoir? Non, jamais. Pourtant, vous avez connu aussi des moments, je suppose, de découragement. Est-ce que vous avez connu... En plus, vous êtes pharmacien, des moments où les nuits blanches, des maladies aussi peut-être, psychosomatiques, parce que c'est trop dur? Oui, tout à fait. Il m'est arrivé même un jour de devoir être transporté en urgence cardiologique à l'hôpital, oui, tout à fait. Mais je crois que ce n'était pas ça qui comptait. Ce qui comptait, j'avais cette volonté absolue de m'en sortir, et c'était ça mon moteur tout au long de ces 14 ans. Bonjour. Bonjour, donc Stéphane de Nantes. J'aimerais savoir que sont devenus vos concurrents maintenant? Est-ce qu'ils sont ruinés? Alors, non, pas du tout. Alors, pour l'un d'eux, ça s'est bien terminé, puisque tout à fait à la fin, il a reconnu que c'était vraiment pas la peine de se battre, et il m'avait dit que si je redémarrais, il ne referait plus rien. La deuxième personne, celle qui m'accusait d'être gourou, était une personne âgée. Elle était en fin de carrière, donc elle a vendu sa pharmacie, elle a pris sa retraite, voilà. Vous avez de la haine? Par rapport à ces gens-là, non, pas du tout. J'ai de la haine par rapport à une personne avec un compte bien précis à régler, et on le réglera le moment venu. Mais par rapport à eux, non. Je crois que il y a eu deux sentiments. Le premier, c'est de l'indifférence, c'est peut-être pire que de la haine. Je crois que je les ai à un moment donné zappés de ma vie, s'ils ne m'intéressaient plus. La deuxième, c'était à un moment donné, ça vous paraît peut-être prétentieux, presque de la pitié, en me disant, si pour m'abattre, ils ont utilisé de tels moyens, c'est qu'ils ne devaient pas sentir très bon par rapport à moi. Bonjour. Bonjour Evelyne, Maxime de Neuvillers. Moi j'ai une question en fait à tous nos invités. Aujourd'hui vous avez été tous accusés à tort, ce qui est vraiment injuste. Qu'avez-vous aujourd'hui envie de leur dire à tous ceux-là qui vous ont accusés? Jean-Marie. De leur dire, c'est difficile à dire. Je crois que moi j'ai pas envie de les juger. Je sais qu'en tout cas que si la situation avait été inverse, jamais j'aurais agi comme ça. Je crois qu'on agit en fonction de ses valeurs. Moi, j'ai souhaité garder mes valeurs et avancer comme ça. Je veux dire, si eux se sentent bien dans ce qu'ils ont fait, tant mieux pour eux ou tant pis pour eux, je sais pas. Mais ils ne m'intéressent pas. Vous avez compris le mécanisme de la rumeur vous concernant, Jean-Marie? Oui, bien sûr. Il y a toujours... il y a deux choses dans la rumeur. Il y a celui qui a intérêt à faire naître une rumeur, parce que je crois que ça n'est pas par hasard. Il y a toujours l'imbécile qui croit savoir et qui répète. Et puis, comme je disais, il y a celui qui dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Et donc, si on dit ça, c'est qu'il y a quelque chose de vrai, oui. Vous disiez au début que vous n'étiez pas né la cuillère en argent dans la bouche. Comment ont vécu vos parents qui vous ont fait faire ce métier, ce beau métier, un métier très mal. Je veux dire, pour eux, j'ai été leur réussite. Je veux dire, celui qui a justifié tous les sacrifices qu'ils ont fait. Et je crois que, oui, pour eux, c'était un grand choc. Très grand. Mais je crois qu'on ne pouvait rien faire. Je crois que j'ai essayé d'être à côté d'eux, de leur redonner
confiance, de leur donner envie de se battre, mais ils étaient très amers, oui. Quelle leçon vous tirez de tout ça, Jean-Marie? Oh, plusieurs. La première, c'est je crois que j'ai compris que dans la vie, rien n'est acquis. Ce qu'on a aujourd'hui, ben, on l'a peut-être pas demain. Ça vous fait peur? Non, pas du tout. Non, je crois que j'ai décidé par rapport à ça de profiter pleinement de la vie maintenant, sans savoir de ce qu'elle sera demain. Ce qui me fait vivre souvent à 100 à l'heure, à faire 50 choses. Je crois que j'ai besoin maintenant de m'engager pour les gens. C'est ce que je fais de plus en plus, être à l'écoute des gens, vivre dans le milieu associatif, m'engager dans ma ville. Je crois que c'est quelque chose d'important. C'est une façon de rendre. Vous savez, je m'étais posé une grave question lorsque les gens se sont mobilisés pour moi, lorsqu'ils ont fait des pétitions, lorsqu'ils ont défilé. Je m'étais posé la question, et si dans ma rue, le boucher avait dû fermer, est-ce que j'aurais fait ça? J'avais envie de répondre non. Peut-être que ça m'aurait été égal. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne me sera plus jamais égal. C'est la première chose que j'ai appris. Édouard et Anne-Marie, quelle leçon vous tirez de cette histoire terrible qui vous est arrivée? Mais comme a dit monsieur, rien n'est jamais acquis. Ah, ça non. Donc, je croyais que j'allais vendre des gâteaux comme mes parents jusqu'à la fin de ma vie et que j'allais en profiter. Mais à côté, dans le cas qui nous concerne, des malheurs que les parents ont subis, je crois que nous devons être bien humbles et bien contents encore de notre sort. N'est-ce pas? Jacques Esnault, qu'est-ce que vous retirez? Moi, je n'ai rien à dire à ceux qui sont responsables de ce qui nous est arrivé. J'ai simplement une chose à dire, c'est aux autres qui, comme nous, sont victimes de ce genre de choses, de ne pas céder, de se battre, et puis peut-être qu'ils auront une sortie comme on l'a eu, d'être tenaces, de ne pas accepter d'avoir tort quand on a raison, c'est tout. Nelly? Je pense que si c'était à refaire, je m'empresserais de vivre d'abord, de ne pas me dire je travaille comme une dingue pour pouvoir avoir après. Parce qu'après, vous ne savez jamais si vous l'aurez. Ce que vous avez fait au départ. Mais par contre, nous n'avons, ni mon mari, ni moi, n'avons de haine. Parce que la haine empêche de vivre. Si vous êtes vindicatif, si vous êtes haineux, vous ne vivez plus. Et merci d'être venu nous raconter cette histoire qui a bouleversé votre vie, la rumeur, l'erreur judiciaire. Merci à tous les 5. Merci à vous de votre participation et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.